Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Aujourd'hui dans Banous, on va parler gros hacking. Et l'épisode va donc tout naturellement s'appeler « Dans la tête d'un gros hacker ». L'objectif de ce podcast est de comprendre la valeur ajoutée de ce nouveau job. Et le mieux pour cela, c'est d'en parler avec un pro de la discipline. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mehdi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je me présente, je m'appelle Mehdi, 31 ans, gros hacker pour des startups et des TPME. Et de l'autre côté, je suis formateur pour des organismes de formation et des écoles supérieures. Ok, super clair Mehdi, merci pour ta participation dans ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous donner une définition du gros hacking ? Alors la définition peut être très vaste et différente selon les gros hackers, donc je vais essayer de pas choquer beaucoup de monde. Donc on va prendre ensemble la définition de Wikipédia, un ensemble de techniques de marketing qui va vous permettre en fin de compte de développer la croissance de votre entreprise exponentiellement. C'est un concept qui a été importé des États-Unis par Sean Ellis en 2010. Et donc c'est un mot qui a été créé par Sean Ellis, qui était le CMO de Dropbox à l'époque, et qui devait rechercher un autre CMO, justement. Et il ne trouvait aucune personne qui avait les mêmes compétences que lui, qui était multitâche, qui avait plusieurs expertises et qui travaillait pour des startups. Donc il s'est tout simplement dit, je vais inventer un métier. Et il a inventé le métier de gros hacker, bidouilleur de croissance. Alors justement, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on entend parler de gros marketing. Est-ce qu'il y a une différence avec le gros hacking ? Alors en effet, le gros marketing est une partie du gros hacking. Le gros hacking, dites-vous que c'est un des scopes les plus larges du digital. Donc ça englobe le gros marketing, le data-driven marketing, mais aussi tout ce qui est analyse de données, aussi tout ce qui est design thinking, donc UI, UX, comment dire. Ça prend aussi en compte tout ce qui est développement de script. D'accord ? À la base, le gros hacking, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs typologies de gros hacking. De 2010 à 2012, ce n'est pas du tout le même gros hacking que de 2013 à 2015. Et pareil, actuellement, c'est un autre gros hacking. Donc, il faut se dire une chose. La première typologie du gros hacking, ça partait du développement de développeurs qui avaient une appétence en marketing. Okay ? Donc, ils pouvaient développer des petits scripts. Et c'est pour ça que beaucoup pensent que pour devenir gros hacker, il faut être développeur, parce que la première typologie du gros hacker, c'était un développeur qui avait une appétence en marketing. Ensuite, très rapidement, vu qu'il n'y avait plus de développeurs avec des appétences en marketing dans la Silicon Valley, les startups de la Silicon Valley ont commencé à se diriger tout simplement vers les écoles et vers les jeunes diplômés en marketing, les jeunes diplômés en design, et ils leur ont appris justement à développer des petits bouts de script, à commencer à faire de l'automatisation marketing, et c'est pour ça que, en fin de compte, vous avez 100 gros hackers devant vous, vous avez 100 gros hackers différents. D'accord. Bon, on va parler de ça avec les grosses teams, etc., je pense après. Alors, tu nous as fait une présentation très académique et je t'en remercie, Mehdi. Mais finalement, est-ce que... alors, je suis désolé, mais c'est une question qu'on a le droit de se poser. Et oui, sur Banous dénonce. Mais est-ce que le gros marketing, finalement, c'est pas un peu bullshit et ça reprend juste des compétences marketing ou c'est une vraie discipline ? Alors, la différence, c'est que dans le gros hacking, on utilise un process. On en utilise plusieurs, mais le process principal, c'est la méthode ARE. Donc, awareness, retenez bien, c'est le pirate funnel, d'accord ? L'entonnoir de conversion du pirate. Donc, awareness, qu'on appelle de la notoriété. Acquisition, donc ça, c'est tous vos canaux d'acquisition, d'accord ? Que ce soit print ou digitaux, hein, tous les canaux d'acquisition. Activation, comment faire pour que l'utilisateur ait une première bonne expérience. Ensuite, on a ce qu'on appelle la rétention. Donc ça, c'est la fidélisation. Comment faire pour que les utilisateurs reviennent.
Ensuite, on a la recommandation, le referral. Donc ça, comment faire pour que les utilisateurs, nos clients, deviennent ambassadeurs de la marque et fassent fonctionner le bouche à oreille, le meilleur marketing au monde. Et ensuite, on a revenu. Donc là, le revenu, comment on monétise tout ça, comment on se fait de l'argent. Le web marketer se concentre souvent sur l'awareness et l'acquisition. Donc sur les 2 premières étapes du pirate funnel. Le traffic manager se concentre souvent sur l'acquisition et l'activation. Donc lui, son but du jeu, c'est de faire du trafic et de générer des leads. Le gros hacker se concentre sur toutes les étapes du funnel. Mais il se concentre plus particulièrement sur la rétention. Et c'est ce qui fait sa spécificité. C'est-à-dire qu'il se concentre sur, par exemple, du community building, de la création de communauté, du marketing de contenu. Il met en place une stratégie digitale globale. D'accord? Alors qu'un web marketer et un traffic manager, en fin de compte, ils mettent en place une stratégie, soit pour faire du trafic, soit pour répondre à un objectif précis. Okay, mais en haut du funnel et pas en bas du funnel. Mais en fait, ce que tu décris, finalement, est-ce qu'on pourrait juste se dire que le gros hacking est réservé aux startups où on a besoin en fait de profils couteau suisse qui répondent en fait à l'ensemble du funnel, et dans une entreprise un petit peu plus consolidée, ça va être le web marketer. Alors effectivement, il se concentrera sur ses expertises. Après, qu'est-ce qu'une entreprise consolidée? C'est-à-dire que énormément d'entreprises de grands groupes, vous savez, toutes les startups, toutes les licornes, donc tous les Google, Uber, etc., même Blablacar, hein, ont tous des grosses teams, des équipes de grosses. Il y a bien une raison. Pourtant, eux, ils arrivent bien à utiliser le gros hacking pour faire de la croissance exponentielle. Ils ont déjà leur product market fit. Donc leur produit a déjà rencontré leur marché. À partir de ce moment-là, ils se mettent à faire du gros hacking avec des équipes de grosses. Parce qu'ils veulent une croissance exponentielle. Ils scale. D'accord? Donc la scalabilité, le fait de scaler son business model. Donc ils font des tâches répétitives et qui sont rentables. Le problème, c'est qu'en Europe, on utilise les gros hackers au tout départ. C'est-à-dire quand une startup est en early stage ou en série A. Elle n'a même pas les moyens de payer en fin de compte le gros hacker, okay, la plupart du temps. Et elle utilise le gros hacker comme une sorte de couteau suisse, justement, qui réunit 4 jobs ou 5 jobs en un et qu'on paye pour un job. C'est plus ça, d'accord? C'est plus en mode économie vraiment en Europe, alors qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir. On prend les gros hackers, on prend des équipes de grosses au moment où on a notre product market fit et boum, on fait une croissance exponentielle avec eux. D'accord, très clair. Mathieu? C'est vrai que souvent on dit, en Europe, en tout cas en France, on dit finalement un gros hacker, c'est un web marketeur qui a pas de budget. Ça résume un peu ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on prend des gars qui ont la tête bien faite, qui ont cette capacité à pouvoir mettre en œuvre des choses, avoir des bonnes idées, parce qu'ils ont un canevas de pensée. Tu as parlé de design thinking tout à l'heure, tu as parlé un petit peu d'automation, qui connaissent aussi les leviers d'acquisition, un petit peu le paid media, mais bon, on va pas trop dépenser quand même, et surtout on va essayer de faire des miracles avec 3 francs 6 sous. C'est un peu comme ça qu'on envisage le gros hacker en France, alors qu'effectivement, comme tu le mentionnes, aux États-Unis, c'est quand même des équipes qui sont structurées et qui accompagnent une croissance exponentielle, effectivement, pour aller une fois que le business model est trouvé, et là, on va recruter une équipe pour ça. Est-ce que tu pourrais, Mehdi, nous passer quelques hacks à la fois les plus connus et dans un second temps, un petit peu, peut-être partager des secrets que toi, tu mets en œuvre? Alors, je vais te dire les hacks les plus connus, tout d'abord. Le premier hack répertorié, c'est le hack de Hotmail. Okay, donc je crois que c'est 98. C'est le fameux PS I love you. Donc en fin de compte, le développeur et le product de Hotmail se sont réunis. Ils se sont dit, bon, faut qu'on génère plus de clients. Comment on peut faire? Ils ont mis en place un petit mot, PS I love you, qu'ils ont intégré dans tous les messages envoyés par des boîtes mail Hotmail. D'accord? Donc vous, du jour au lendemain, comme d'habitude, vous envoyez vos mails. Et en fin de compte, votre boss reçoit votre mail et à la fin, PS I love you. Et vice versa, bien entendu. Donc ça a créé plein d'histoires, de belles et de mauvaises histoires, j'imagine. Mais en fin de compte, très rapidement, ils se sont fait plus de 3000 utilisateurs en plus par jour, 3000 clients en plus par jour. Si je me souviens bien, en 1 an et demi, ils ont réussi à générer plusieurs millions d'utilisateurs et ils ont revendu leur boîte à Microsoft pour plusieurs millions de dollars. Pourtant, c'est un petit hack, c'est juste un petit mot qu'ils ont intégré dans toutes les boîtes mail de leurs utilisateurs.
dans tous les envois de messages de leurs utilisateurs. Après, il faut avoir la créativité pour justement trouver cette petite astuce et que ça génère ensuite du bouche à oreille. Okay, donc ça, c'est un hack plutôt de bouche à oreille. Je vous donne un autre hack qui est très intéressant parce que Twitter, on dit souvent que les grosses hacks, ouais, un gros hack, on l'utilise, après il sert plus à rien, ou on peut pas le réutiliser. Donc ça, c'est faux. Et donc je tiens à donner cet exemple pour préciser que c'est faux. Par exemple, le gros hack de Twitter. Twitter, maintenant, à chaque fois qu'ils ouvrent un pays, c'est-à-dire qu'ils entrent dans un nouveau pays et qu'ils lancent Twitter dans un nouveau pays, ils se disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place à l'inscription, on va dire, c'est obligatoire de s'inscrire, de follow, au moins 20 comptes. Pourquoi? Tout simplement, ils ont analysé les statistiques, l'équipe a analysé les statistiques, ils ont remarqué que tous les utilisateurs actifs de Twitter followaient à leur inscription au moins 20 comptes. Tous ceux qui suivaient moins de 20 comptes à leur inscription, en fin de compte, devenaient utilisateurs inactifs. Donc, ils se sont tout simplement dit, maintenant, dès qu'on ouvre un pays, on met en place à l'inscription que c'est comment dire, une étape obligatoire de follow au moins 20 comptes. Et maintenant, ça leur crée à chaque fois des utilisateurs actifs à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau pays. Je vous donne le gros hack le plus connu, on va dire ce qui a propulsé le gros hacking en avant. C'est le fameux gros hack de Airbnb. En fin de compte, ils en ont fait plein, hein. Ils en ont fait plusieurs. J'en ai au moins 4 en tête, mais je vous donne le plus gros qu'ils ont fait. Donc il faut faire attention, c'est un black gros hack. Donc c'est-à-dire que comme dans le hacking, hein, comme dans le hacking, il y a des black hacks, des grey hacks, d'accord, et des white hacks. Donc tout simplement, les grey c'est dans des vides juridiques, les black c'est illégal et les white c'est totalement légal. Donc Airbnb s'est dit à analyser les annonces de Craigslist, Craigslist étant le bon coin américain. Sur Craigslist, il y avait des annonces immobilières, il y en a encore. Airbnb voulait apparaître sur Craigslist, ou voulait plutôt, on va dire, prendre leurs clients, les ramener vers leur site. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à l'inscription sur Airbnb, sur leur propre site, à chaque fois que vous deviez rentrer une nouvelle annonce pour votre appartement, pour ce que vous voulez, pour votre maison, pour louer votre appart, il y avait une petite case à cocher, un opt-in, vous cliquiez, et en fait, ça envoyait directement l'annonce sur Craigslist. D'accord? C'est-à-dire que en un clic, en un envoi d'annonce, vous apparaissiez sur Airbnb d'un côté et sur Craigslist de l'autre. Le truc malin, c'est que quand vous arriviez sur Craigslist et vous voyez votre annonce, si vous cliquez sur le bouton je veux louer, en fait ça vous renvoyait vers Airbnb. Et donc le paiement ne se faisait pas sur Craigslist, le paiement se faisait sur Airbnb. Ils ont mis plusieurs mois à Craigslist à s'en rendre compte, ils ont mis des mois et des mois. Et en fin de compte, ces mois ont permis à Airbnb d'engranger des millions de clients en plus. D'accord? Et ils ont réussi à driver un trafic énorme de Craigslist. C'est ce qui a fait que Airbnb est devenu une licorne en fin de compte. Et après, c'était assez compliqué pour Craigslist de revenir et d'attaquer Airbnb vu que Airbnb est devenu une licorne. Assez compliqué d'attaquer une licorne, hein. Vous en conviendrez. Mehdi, alors c'est super cool. Merci pour ces explications. Alors tu parles de grosses boîtes. Est-ce que tu pourrais donner à Banous un hack qu'on pourrait réaliser pour augmenter l'audience de Banous, tout simplement? Oui, un gros hack pour Banous, ce serait par exemple d'utiliser un outil de génération de leads type Prospectin. Il y en a d'autres qui existent, il y a Skylead, il y en a plein d'autres, il y a AnyLeads. D'accord? Donc ça, c'est des outils qui sont spécifiques en plus à LinkedIn. Donc vous allez générer des leads via ces outils. Et ensuite, vous allez soit directement les contacter via LinkedIn. Okay? Donc envoi de messages, connexion, envoyer des notes, etc. Ou soit vous allez leur envoyer un mail via Mailchimp, Sendinblue. Et après, vous pouvez même automatiser tout ça. Okay? C'est-à-dire que vous allez envoyer 100 mails ou 1000 mails par jour. Ou 1000 messages par jour sur LinkedIn. Et ça va assez vite, justement, pour générer ces fameux leads.
Bon, bah, je crois qu'on va avoir recours à tes services pour développer Banous, hein, Mehdi, il n'y a pas de souci. Et fort de ces bons conseils que tu nous donnes, est-ce que toi, tu pourrais partager un peu les hacks que tu as mis en place pour les différents clients, tes consultants indépendants, tes gros hackers indépendants, tu travailles pour plein d'entreprises différentes. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques hacks que tu as mis en place, un petit peu dans le contexte aussi, et puis éventuellement les résultats que ça a donné, ça, ce serait top. Bah, je vais prendre un hack qu'on avait mis en place il y a 2 3 ans pour une plateforme qui n'existait pas, d'accord? Donc je recontextualise. Euh, on a un projet de plateforme de freelance, donc entre freelance et entreprise, une sorte de Malte, hein. Et on n'a pas les moyens pour l'instant de faire la marketplace. Donc ce qu'on s'est dit, on va commencer par créer une communauté. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le community building. Ok. Donc on a commencé à créer un blog. On l'a alimenté de contenu SEO, bien entendu. De l'autre côté, on a créé les réseaux sociaux. On a commencé à partager les contenus sur nos réseaux sociaux. Ok. Dès qu'on a créé le site internet, c'était même pas encore la marketplace, on avait déjà des milliers d'utilisateurs. En fait, c'est ça qui est utile dans ce petit hack, c'est de ne pas commencer avec 0 utilisateur et ensuite de devoir faire des pubs pour driver ses premiers utilisateurs. Non, là c'est pendant plusieurs mois, on l'a fait pendant au moins 5 6 mois quand même, hein. Encore parce qu'on n'avait pas les moyens pour faire la marketplace. Et dès qu'on a eu la marketplace, donc 9 mois après, bah, il y avait déjà des milliers d'utilisateurs qui sont venus sur la marketplace. Donc là, tout de suite, on a pu modifier l'interface utilisateur par rapport à l'expérience utilisateur. Donc modifier l'UI par rapport à l'UX. Et ça, on a pu justement améliorer la plateforme et faire une V1, une V2, une V3 et aller beaucoup plus vite. Finalement, la promotion de ton service, elle a commencé bien avant la mise en place du service en réalité, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que, en fin de compte, les gros hackers en Europe doivent s'adapter aussi à leur clientèle. C'est-à-dire qu'on peut plus, on ne peut pas, on nous donne pas des millions de budget. On nous donne pas une grosse team. J'ai pas expliqué ce que c'était une grosse team, mais c'est une équipe de grosses. C'est-à-dire que vous avez un gros marketeur, un gros designer, donc un gros hacker qui a une appétence en design, un gros ingénieur, donc un gros hacker qui a une appétence en développement, d'accord? Un gros stratégiste. Et pour gérer tout ça, vous avez un head of growth ou un gros manager. Donc lui, il est plus chef de projet, chef de produit et tout. D'accord? Ça veut dire qu'il faut quand même se dire que, en fin de compte, le gros hacking, pour vraiment voir le potentiel maximum, bah, il faut mettre les moyens, hein, c'est comme ça. D'accord? Après, je vais vous donner d'autres petits hacks. Par exemple, là, je travaille avec la première école de formation d'agents de joueurs de football en France. Et justement, bah, on a des concurrents sur ce marché. On a des concurrents qui mettent énormément d'argent sur les pubs. Bah, là, le petit hack, c'est d'avoir mis des petits budgets au départ pour tester les mots-clés, tester les pubs, faire du test and learn tout simplement, et ensuite pouvoir optimiser au fur et à mesure et se mettre au même niveau d'enchère que les concurrents sans exploser le budget. Et avec un budget que je ne peux pas dire ici parce que voilà, je suis sous contrat, etc. Avec un petit budget, on a réussi à mettre euh, comment dire, à mettre les concurrents sur orbite. C'est-à-dire, il y a quasiment plus de concurrence. Et tu avais ta target, c'était quoi? Et qu'est-ce que tu monitorais? C'était le nombre de clients, le nombre de leads, ou c'était le coût d'acquisition, le ROI? C'était quoi vraiment la valeur que tu avais en cible par rapport à cette mise en place là de trafic? Stratégiquement, je suis parti sur plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de faire de la notoriété, donc de l'awareness. D'accord? Donc mon but, c'était de faire de l'impression, que des millions de personnes voient nos pubs. Ok. Ensuite, je suis parti plus en stratégie d'acquisition. Donc là, c'était que un maximum de personnes viennent sur notre site. Et bah, à l'arrivée, je suis parti effectivement dans un objectif de conversion. Et là, c'était carrément pour générer des ventes et des formations à distance et des formations en présentiel. Comment toi, ça sera la dernière question pour pas trop dépasser, mais comment toi tu t'es formé et est-ce que tu pourras nous donner des sources pour que nos auditeurs puissent se former déjà à un premier niveau? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, comment je me suis formé? En fin de compte, comme je vous ai dit, hein, le métier gros hacker, ça existe depuis 2010.
Donc moi, à la base, j'ai fait une licence de lettres modernes appliquées à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master 1 et 2 de journalisme à l'ISFJ, rue de Vaugirard, à Paris. Euh, et en fin de compte, j'ai subi la dictature des stages, c'est-à-dire j'ai fait plus de 6 stages. Ok. Et, euh, parfois, je faisais des stages où j'étais payé 0 € alors que je travaillais des 40 heures par semaine. À la fin de ce master 2, je me suis déplacé dans les rédactions, donc j'ai envoyé quasiment 1000 CV, donc 987, parce qu'on m'a fait la blague, on m'avait demandé le nombre exact, donc j'avais été recherché. Et j'avais reçu 3 réponses négatives. Ensuite, j'ai changé mon nom, mon prénom et mon adresse. Donc j'habite dans le 93, hein, et je m'appelle Medina Seri. J'ai changé mon nom, mon prénom et mon adresse, j'ai envoyé 100 CV, et j'ai reçu 16 réponses, dont 13 positives. À ce moment-là, mon père, moi, il s'est fait licencier. Il était responsable informatique et entrepôt des marques de prêt-à-porter de luxe Georges Rech et Apostrophe. Moi, je me suis retrouvé sans emploi et lui aussi. Et c'est là qu'on a décidé d'entreprendre. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, on va entreprendre, mais il faut qu'on cherche une bonne problématique. Donc, on a développé des logiciels professionnels d'inventaire et de gestion de stock. Parce que moi, j'avais travaillé en tant que manutentionnaire pendant des années, justement dans les entrepôts de ces marques. Et donc, on a développé des logiciels, mais moi, j'avais pas assez de compétences en informatique. Donc, j'ai fait la piscine à l'école 42, les 400 heures de code en un mois. Là-bas, j'ai rencontré un développeur de génie qui a piraté l'école 2 fois. Donc, on s'est bien entendu, bien entendu. Après, on a créé plein de projets. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de business model. Et le business model, c'était on va se faire racheter par Google. Donc, c'est pas un business model qui tient. Donc, je suis passé par une association, Nos Quartiers ont des talents, qui prend tous les bacs plus 4 sans emploi et qui les aide à avoir des formations gratuites. D'accord? Donc ça, c'est la première source. Euh, NQT m'a aidé à entrer à HEC, à HEC Paris. Donc j'ai fait la majeure entrepreneur, le début, la mission création d'entreprise où j'ai eu la mention très bien avec mon équipe. À ce moment-là, on nous a annoncé qu'on pouvait aller jusqu'à la fin, mais qu'on n'aurait pas le diplôme vu qu'on ne payait pas. J'avais pas 20 000 € à mettre. J'ai eu de la chance parce que moi, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais du gros hacking sans le savoir pour ma boîte, en fin de compte. Et c'est vraiment en 2013 que j'ai découvert que je faisais du gros hacking via un article de blog de Chanelis. Donc je me suis dit, ah oui, d'accord, je fais ça depuis plusieurs années, je le savais pas. Et le CELSA m'a contacté. Donc le CELSA, c'est l'UFR de communication de la Sorbonne. C'est une école de com. La plus grande école de com. S'ils m'écoutent, il faut que je le dise. Donc ils m'ont contacté pour venir faire un bac+6 et une thèse professionnelle sur le gros hacking. Et ils m'ont dit ça n'existe pas en France, une thèse professionnelle sur le gros hacking. Donc moi j'y suis allé, donc j'ai fait la thèse professionnelle. Je suis sorti de là, je me suis dit bon il me faut une formation pure grosse. Donc j'ai été à The Family, un fonds d'investissement qui fonctionne comme une famille, il faut que je le dise ça aussi. Care. Donc j'ai été à The Family et j'ai fait la formation Lyon, Join Lyon, ça s'appelait à l'époque. Je crois que ça s'appelle encore, je crois qu'ils l'ont renommé maintenant c'est Lyon tout court. Et donc, c'est une formation où j'ai fait la track growth et aussi la track BizDev, donc business développement. Et j'ai appris encore plus de choses sur du pur growth. Et très rapidement, je formais déjà en réseaux sociaux. J'ai commencé les formations, en fin de compte, à former des start-upers en réseaux sociaux ou des entrepreneurs que je connaissais de mon réseau. Et petit à petit, j'ai commencé à former sur le gros hacking. J'ai commencé à le former sur le marketing. Le SEO, j'en fais depuis que depuis que j'ai été aide archiviste au magazine de la santé. Et ça, je parle de ça c'était en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Donc ça fait plus de 10 ans que je fais du SEO aussi. Donc c'est ça, en fin de compte, c'est prendre plusieurs expertises et essayer de devenir ce qu'on appelle un M-shape. D'accord? Donc un M-shape, c'est avoir plusieurs expertises et des notions dans d'autres compétences, dans d'autres disciplines, justement. En termes de sources, vous pouvez aller sur YouTube, il y a la chaîne Startup Food de The Family qui est très bien. Il y a Coup d'État aussi. Bien entendu, bon là je suis un peu monoproduit, enfin monomarque, donc je vais en chercher d'autres. Il y a Web Marketing Com, qui est un très très bon site internet, emarketing.fr aussi. Il y a le blog de Seth Godin. Il y a Wait But Why aussi, de Brian Balfour si je me souviens bien. N'hésitez pas à suivre aussi Neil Patel sur LinkedIn. Donc je pense que vous avez déjà vu ses pubs de toute façon. C'est un gros marketeur, pur et dur. Voilà, je pense qu'en termes de sources, après vous avez énormément de livres à lire aussi. Hein. Vous avez Start with Why de Simon Sinek, vous avez Hacking Growth, vous avez
Vous en avez plein. Allez sur mon Instagram. Bah, justement, Mehdi, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, où vous pouvez me suivre? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn tout d'abord. Donc, j'ai plusieurs comptes, mais mon compte principal, c'est Mehdi Nasseri Dali, qui est mon deuxième nom de famille. Donc, Mehdi, M-E-H-D-I. Faites attention à ça, je sais que l'erreur est fréquente. Donc, Mehdi Nasseri Dali, vous allez me trouver. Si vous tapez Gros Hacker Paris, logiquement, vous allez me trouver aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Mehdi Nasseri Dali, avec un tiret du 8 entre mon prénom et mes noms. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mehdi. Merci, Mathieu. Merci à tous les deux, merci. Merci à vous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.